Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être ici si nombreux. Je pense qu'on peut faire quelques petits applaudissements déjà à l'issue de ce film. Pour ouvrir justement cette très belle soirée, Stéphane Hessel, pour Stéphane Hessel, disait que la pire attitude, c'était l'indifférence. Donc je voulais déjà vous remercier pour votre présence. C'est déjà l'étape nécessaire pour toute forme d'engagement, puisqu'il sera beaucoup de questions d'engagement ce soir. Son engagement à lui, bien sûr, son parcours extraordinaire, que je ne pourrais même pas résumer en quelques mots et que vous connaissez sans doute. Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment ou pas assez, pas suffisamment, dans une première partie de cette soirée, on pourra revenir avec celles et ceux qui l'ont connu intimement pour reparler bien sûr de Stéphane Hessel et de son héritage. Et dans un second temps, on aura une discussion ici avec des profils très variés autour des nouvelles formes d'engagement, de qu'est-ce qui reste déjà de son héritage. Et ces nouvelles formes, j'entends en 2023, c'est-à-dire 10 ans après la disparition de Stéphane Hessel, comment aujourd'hui s'inscrit l'engagement, quelle est la vision aussi du politique, est-ce qu'on a toujours besoin de s'indigner pour agir? Qu'est-ce qui se passe entre l'indignation et l'engagement? Et ça me permet de rappeler, bien sûr, les deux titres, deux des livres de Stéphane Hessel, Indignez-vous, bien sûr, qui a été quand même diffusé à plus de 4,5 millions d'exemplaires. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'édition, à part peut-être Astérix et la Bible, qui puissent se prévaloir d'une telle diffusion. C'est dire à quel point ces idées universalistes ont traversé les frontières, ont rencontré aussi toute une jeunesse. Et c'est en ça qui nous tenait à cœur justement dans l'organisation de cette soirée, c'est de croiser à la fois les regards et les âges. Vous allez voir ici vont s'installer des gens qui ont 100 ans, des gens qui ont 24 ans, et qui partagent tous une certaine idée du commun, de l'engagement, de l'investissement pour faire corps, pour faire société. Donc cette soirée sera évidemment joyeuse, enthousiaste, virevoltante, iconoclaste. Donc moi on l'espère, ça c'est quelques promesses, comme il l'était quelque part à son image. Donc je vais compter sur vous aussi, parce que quand on dit engagement, c'est aussi engagement du public que je vois, que je regarde, très varié aussi, de tout âge. Je vais compter sur vous pour poser des questions, pour être dans une forme d'interactivité. Ça sera dans la partie de la discussion, où vous allez pouvoir intervenir, vous engager aussi, pour vous entendre, parce que c'est toujours intéressant aussi d'entendre le public qui participe activement à une conférence comme à l'élaboration d'une société. Donc je compterai évidemment sur vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. C'est un oui. Est-ce que c'est un oui engagé, ça? Oui. Voilà, j'allais presque m'indigner. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Voilà, ça c'est de la conviction, ça c'est de la force. Et puis je vous demande d'applaudir Mathias Bichra, le directeur de Sciences Po Paris, qui nous accueille ici. Cher Christian Hessel, Monsieur le ministre, cher Christian Sauter, cher Gilles Van der Putten, Monsieur l'ambassadeur, cher Jean-David Lévit, Madame l'ambassadrice, chère Lila Chaïd, chère Flore Vasseur, cher Cyril Mokayesh, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, c'est vraiment un honneur et une joie de célébrer la figure de Stéphane Hessel 10 ans après sa disparition, d'entretenir sa mémoire, d'entretenir la flamme.
Stéphane Hessel a été, vous le savez mieux que moi, une figure plurielle, emblématique d'une vie consacrée à plus que soi, à dénoncer les passions tristes et les orages du temps. Et quelle vie, quelle vie. Diplomate exceptionnel, rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, inlassable défenseur des opprimés, inlassable promoteur de l'égalité, inlassable défenseur de l'environnement. Et puis, ça ne pouvait pas se passer autrement ailleurs qu'ici, à Sciences Po. Car la figure tutélaire de Stéphane Hessel, d'une certaine manière, entre en correspondance, en écho, avec ce que sont nos étudiantes et nos étudiants. Martial Foucault vous le dira tout à l'heure, mais nous sommes avec une jeunesse engagée. Une jeunesse engagée qui, par exemple, pour 36% d'entre elles, est membre d'une association de solidarité ou une association humanitaire. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Et moi qui étais sur ces bancs, il y a un peu plus de 20 ans, nous étions plutôt sur une forme d'engagement, j'allais dire, idéologique, sur les idées. Cette jeunesse s'engage de manière concrète à travers des maraudes sociales, à travers de l'aide concrète, tangible, aux personnes en détresse. Et c'est aussi une forme d'engagement qui s'inscrit, qui s'inspire, qui se colore d'indignation. Et que dire du tissu associatif à Sciences Po avec plus de 300 associations qui sont toutes, qu'elles soient dans le domaine culturel, dans le domaine politique, dans le domaine de la solidarité, toutes sous l'angle, sous la figure tutélaire de Stéphane Hessel. Et Sciences Po, alors on n'est pas l'école de l'indignation, on n'est pas l'école de l'indignation, mais on est quand même vraiment l'école de l'engagement, puisque notre but, notre raison d'être, c'est de transformer les convictions, les forces de conviction en capacité d'action. Nous avons par ailleurs, dans ce cadre, fait en sorte que, dès l'entrée en première année, le parcours, l'engagement associatif puisse être un des critères d'admission. Nous avons aussi créé un parcours civique, dès 2017, qui permet aux étudiantes et aux étudiants, pendant 2 ans, d'agir, de s'inscrire auprès des publics les plus en difficulté, dans le cadre de leur scolarité. C'est un engagement qui est obligatoire. Nous avons créé, il y a quelques jours, la direction de l'engagement. Je vous donne quelques preuves de la cohérence et de l'écho entre la vie et l'œuvre et l'action de Stéphane Hessel et notre institution. Et puis nous avons aussi fait en sorte, et c'est un engagement, d'ouvrir cette école, de considérer que la diversité est une force, et que l'entre-soi ou l'endogamie, c'est l'attrition de la pensée. Et par exemple, nous avons dorénavant 30% de boursiers, alors que c'était moins de 6% il y a 20 ans. Nous avons ouvert notre école à l'international, avec 50% d'étudiants et d'étudiantes internationaux. Et puis, nous nous engageons très fortement sur une cause qui nous tient à cœur, l'environnement. Et c'est aujourd'hui qu'a eu lieu le premier cours sur les transformations environnementales, cours obligatoire de 24 heures pour 1700 étudiants de première année. Et nous allons inscrire cette première brique dans la durée en transformant nos masters, en recrutant plus d'une trentaine d'enseignants-chercheurs et en faisant en sorte que nos 40 doctorants travaillent sur les transformations environnementales et évidemment un débouché au sein de l'institution. Tout cela s'est fait sous la houlette, sous la figure tutélaire d'un autre indigné, Bruno Latour, à qui je souhaite rendre aussi un hommage ce soir, puisque c'est sous la houlette de Bruno Latour que ces transformations ont pu être réalisées. Pour finir, je voudrais vous dire un mot personnel sur s'indigner ou agir. Évidemment, ça fait un peu devoir de Sciences Po, c'est pas s'indigner ou agir, c'est s'indigner puis agir, ou s'indigner et agir. Et cette indignation que nous appelons de nos voeux, évidemment, pas une indignation sélective, mais une indignation successive, c'est une vertu. Cette indignation permet d'une certaine manière d'être aligné entre ce que l'on fait et ce que l'on est, entre nos valeurs personnelles, intimes, et nos actions. À titre personnel, je dirais que l'indignation doit se conjuguer, la capacité d'indignation doit se conjuguer avec une capacité d'émerveillement. Et c'est quand on est dans l'émerveillement et l'indignation que tout peut arriver. Il s'agit, en conjuguant cet émerveillement et cette indignation, à la fois de rester vivant, car s'émerveiller, s'indigner, c'est résister, c'est ne jamais s'habituer. Et il était évoqué le fait que l'indifférence était parfois le plus grand des maux. Il ne faut jamais s'habituer, il ne faut jamais être dans l'indifférence. C'est aussi évidemment fuir le cynisme du temps, continuer à murmurer dans le vacarme, être debout, se relever. Et je vous propose de nous souvenir de ces mots de Bernanos, qui je trouve résonnent assez bien aussi avec la conférence de ce soir. C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale.
quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des doigts. Alors mes amis, ce soir, réchauffons-nous, émerveillons-nous et indignons-nous. Je vous remercie. Merci. Merci Mathias Vichra, donc directeur de Sciences Po, qui quitte cette scène sous les applaudissements donc chaleureux de cette salle. C'est vrai que l'indignation avec l'émerveillement, je pense que ça définit assez bien Stéphane Hessel. D'ailleurs, on peut même le voir sur cette image-là. C'est une indignation heureuse pour quelqu'un d'ailleurs qui a connu l'enfer et qui a pu s'en échapper, qui a pu le transcender, qui a pu justement arriver à convertir, à transformer toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer en quelque chose de positif. Et c'est intéressant, je trouve, en 2023, de rappeler la notion d'émerveillement. Lorsqu'on parle d'une société qui est un peu en panne d'imaginaire, lorsqu'on parle d'une société qui a du mal aussi à trouver des idéaux communs, à s'engager ensemble vers une seule direction, une société évidemment clivante, assez polarisée, qui peut d'ailleurs aller avec une certaine forme d'indignation, mais l'indignation qui s'émerveille. Je trouve que c'est déjà deux thématiques qui sont très intéressantes et qui vont bien sûr parcourir nos discussions de ce soir. Moi, je travaille à France Culture, donc Bruno Latour, Stéphane Hessel sont des hommes, des pensées, un esprit qui règne bien sûr toujours dans les couloirs de cette maison ronde. On peut d'ailleurs s'y perdre très facilement dans la maison ronde de la maison de la radio, parfois avec émerveillement. Donc merci encore une fois d'être ici. Et avant d'ouvrir cette discussion, on va accueillir un trio d'intimes, à commencer par la femme de Stéphane Hessel, Christiane Hessel, qui est présente ici au premier rang, qui va me rejoindre, accompagnée de Gilles Van der Potten, qui est le directeur de l'association Reporters d'Espoir, qui co-organise aussi cette soirée Reporters d'Espoir, qui prône le journalisme de solution et évidemment l'engagement. Et Pascal Lemaître, qui est aussi un intime de Stéphane et qui est un dessinateur et qui a croqué justement le parcours de Stéphane. Donc je vous en prie, tous les trois, venez me rejoindre ici. Et puis ma première question sera adressée à Christiane. Pour peut-être, allez-y, je vous en prie Christiane, venez à mes côtés, venez, faites face au public. Mais oui, peut-être une question sur l'émotion que vous ressentez en venant ici à Sciences Po, parce que Sciences Po n'est pas non plus un lieu neutre pour Stéphane comme pour vous. Absolument. Et c'est effectivement pour moi très émouvant d'être au milieu de vous, ici, dans ce lieu qui est quand même fondamental. C'est un des lieux clés. Et je voudrais remercier le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont auprès de nous. C'est vraiment à eux que nous nous adressons, parce qu'il est important qu'il y ait une relève, et vous représentez la relève. Et aussi, j'en profite pour remercier Monsieur Vichra qui organise tout ce lieu, qui nous accueille ici. Je voudrais remercier aussi Claude Alfandéry, qui est parmi nous, qui est un ami de toujours, qui a été un compagnon de Stéphane. Ils sont de la même génération, ils ont vécu la résistance et tout ça, ils ont tout pour se retrouver. Et puis, je voudrais aussi remercier Gilles Van der Potten qui a organisé tout ça. Moi, j'en suis plus capable, je suis trop vieille. Et puis, aussi, que est-il ? Pascal est là. Pascal, voilà. Pascal, sa femme qui est à côté, et beaucoup, beaucoup d'autres présents ici qui sont mes amis. Et voilà, je les aime tendrement, tous. Merci beaucoup. Des mots de remerciement, des mots d'amour, Gilles. Il va falloir poursuivre sur cette lancée. À Christiane en premier lieu, qui me fait l'honneur de m'autoriser à l'accompagner pour saluer la mémoire de Stéphane et l'entretenir. Organise des événements. On en a fait des voyages, des déplacements ensemble, des inaugurations de places, de rues, d'avenues. Stéphane Hessel. Et puis, il se trouve que dans 3 jours va sortir la réédition d'Engagez-vous en version illustrée par Pascal Lemaître ici présent, préfacée par Christiane. Voilà. Et juste un mot pour dire
comment... J'en profite que engagez-vous, on va pouvoir le découvrir, je crois, ce soir à Tout à l'issue fait. de cette rencontre. Vous serez dans un petit coin là sur la gauche pour le dédicacer. Voilà. Je connais ton humilité, je sais que tu n'aurais pas osé faire la promotion de ce livre devant tout le Naturellement. monde, donc je le fais pour toi. Et pour l'anecdote, oui, j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Hessel en 2009, à une époque où on nous noircissait le tableau, et peut-être à juste titre. C'était la crise économique de 2008, c'était la crise écologique déjà. Et je me suis dit, il y a des personnes, nos aînés, des sages, qui ont vécu des périodes troubles et difficiles de l'histoire, qui ont fait preuve de résilience. Et Stéphane Hessel est apparu à plusieurs reprises dans un colloque sur l'Europe des cultures, récitant un poème en allemand, ou à la télévision évoquant le sort indigne des enfants sans papier à une certaine époque. Et en fait, je me suis dit, mon premier interlocuteur, ce sera lui, pour cette série d'entretiens intergénérationnels, à une époque où je ne trouvais pas de boulot moi-même. Et je me suis dit, je vais monter ce projet. Et Stéphane, dans sa bienveillance constitutive, s'est prêté au jeu. Et on ne le savait pas à l'époque, mais 1 an et 40 refus d'éditeurs plus tard, je l'appelle pour lui dire, ça y est, j'ai trouvé un éditeur, les éditions de l'Aube, dirigé par un ami de Sciences Po et du CEVIPOF, qui est Jean Viard, qui m'a dit « c'est génial, on publie ». Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'un an plus tard, quelques jours plus tard, Indignez-vous allait sortir. Stéphane m'a dit « Ah, sachez que je vais publier un petit opuscule ». Et on ne savait pas que ce serait ce succès d'Indignez-vous, dont engagez-vous évidemment à bénéficier. Et donc lui-même s'est trouvé embarqué de manière inattendue dans ce mouvement des indignés qui le dépassait. Ce qui est intéressant, Gilles, c'est que Engagez-vous, c'est donc une suite écrite avant, quoi. Voilà, on l'a écrit en 2009 et il est paru Le Temps de trouver un éditeur en mars 2011. Mais voilà, les choses ont bien suivi leur cours. Et voilà. C'était la période, tu disais effectivement, ce que je t'ai coupé, 2010-2011, d'effervescence. On peut parler des printemps arabes, on peut parler de Podemos, il y a Occupy Wall Street, il y a Nuit debout qui va arriver quelques années après. On est vraiment dans ce moment d'effervescence où il y a un engagement. Il y a aussi à ce moment-là un enchantement, il y a cette volonté d'individus qui se mobilisent, qui se regroupent pour essayer de changer le monde. Et puis on a des images effectivement en Espagne où est brandi le Indignez-vous. On a ce moment assez extraordinaire dans l'histoire du début des années 2010 d'une population qui se révolte et qui s'engage. Je fais juste un petit aparté en disant qu'il y a eu 2 films par, comment s'appelle-t-il déjà, Tony Gatliff. Tony Gatliff, qui sur les indignés. C'est un film intéressant. Voilà. Tony, si tu nous écoutes. Voilà, donc ce sujet, justement, nos invités vont y revenir. Juste pour vous dire, oui, que Stéphane, dans sa bienveillance naturelle, m'a embarqué dans ce délire des indignés. On est à la rencontre d'indignés, d'engagés un peu partout en Europe et en France. Et à mon tour, je me suis dit, je dois approfondir mon engagement. Je suis engagé dans l'associatif et je l'ai embarqué dans Reporters d'Espoir parce que lui, il avait vécu, moi je l'avais vécu dans l'ombre, le pouvoir phénoménal des médias que les médias ont sur notre société. Et on se disait que s'ils peuvent nous entraîner vers le pire quand ils sont trop négatifs, anxiogènes et qui nous invitent plutôt au repli sur soi, ils peuvent tout aussi bien nous entraîner vers le meilleur en nous donnant à voir les manières de s'engager, d'agir. Les médias peuvent donner envie d'agir et c'est ce qu'on défendait ensemble et qu'on continue à défendre, entre autres causes, avec Christiane. Et donc j'en profite, Reporters d'Espoir, qui vient de lancer justement une revue, puisque tu parlais du papier, de la circulation des idées par le papier, qui est sortie il y a 2-3 mois maintenant, une toute nouvelle revue, Reporters d'Espoir, qui est très belle, nous dit Christiane, et qui donc qu'on peut retrouver où, Gilles, dans les librairies ? Les librairies et les relais de France. Et voilà, et je voudrais remercier tous les participants que vous allez, tous les invités qui vont monter sur scène, en particulier Cyril Mokayesh qui nous fait le plaisir de se produire sur scène tout à l'heure à la fin du débat, dont le premier album en solo est sorti en même temps qu'Indignez-vous, et les deux supports, les deux médias se faisaient étrangement écho. Donc c'est un compagnon de route précieux. Les enfants de Stéphane qui sont dans la salle et qui s'engagent évidemment eux aussi. Et puis voilà. Merci à toutes et tous. Et à Christiane, évidemment. Bien sûr. Et peut-être remercier Pascal qui va nous rejoindre pour dire un mot. Bien aussi. sûr. Pascal Lemaître. Ne sois pas...
dessinateur et professeur à l'école supérieure des arts visuels à Bruxelles, l'école Lacambre. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que Stéphane avait ce pouvoir de déteindre positivement sur les gens qu'il côtoyait. Et c'est bien d'en parler, mais c'est vrai que sa présence était quelque chose d'exceptionnel, puisqu'il était un peu la preuve que ça marche, que ce n'est pas que du discours. Pour moi qui ne suis pas forcément optimiste, quand le type me disait « je suis optimiste », je devais le croire puisque ça avait marché. Alors, dans la préface de Christian, ce qui m'intéressait ma boutique comme professeur d'art, et qui rejoint tout à fait ce que monsieur le directeur a dit brillamment, on est quand même à Sciences Po, c'est... Stéphane était parfois traité d'utopiste. Il l'était, dans la mesure où il croyait en la force créatrice de la pensée. Alors moi, ça qui m'intéresse, force créatrice de la pensée. Et ce qui était intéressant chez Stéphane, pour moi aussi qui fait des livres pour les enfants, et s'adresser aux enfants est primordial par rapport à l'engagement et amener des valeurs positives, c'est que Stéphane, dans son enfance, j'étais fasciné chaque fois qu'il me parlait de ça, il avait en fait appris à jouer aux échecs avec Marcel Duchamp. Pour les personnes qui ne connaissent pas Marcel Duchamp, c'est simplement le bonhomme qui est considéré comme le gars qui a révolutionné l'histoire de l'art. Simplement. On le voit là, j'ai fait un dessin où il voit être en train d'apprendre à jouer aux échecs avec Marcel Duchamp. Ensuite, il y a une autre image où on voit Stéphane dans une pièce avec une porte qui est à la fois ouverte. Quand elle est ouverte, elle est fermée. Et quand elle est fermée, elle est ouverte parce qu'elle est dans un coin. Vous la voyez. Et Marcel Duchamp avait tapissé sa chambre de cartes de géographie. Et Stéphane était fasciné par la cartographie. Et donc, au niveau cérébral, c'est très intéressant parce qu'il y a les listings, il y a les cartes et compagnie. Donc, il y avait aussi ce rapport au langage, qui est le rapport à la poésie. Et donc, non seulement c'est quelqu'un qui savait utiliser le langage technique, le langage pratique, le langage des diplomates, et une fois, il avait raconté que quand une négociation patinait, eh bien, il sortait un poème pour remettre le dialogue autour de l'humain. Et donc, voilà, c'était ça. Il y a plein de choses à raconter, mais je pense que dans une école comme celle-ci, où les cerveaux sont bien huilés, les nourrir avec l'art, les nourrir avec la poésie, c'est ouvrir. Et donc, je terminerai par le fait que Stéphane, toute sa vie, il a créé des ponts. Il a créé des ponts entre les êtres humains, il a créé des ponts entre les idées, entre les milieux différents. Et c'est cet exercice, cette intelligence de créer des ponts qui m'a toujours fasciné. Voilà. Merci. Voilà, parfois l'idiot construit un mur quand le sage construit des ponts. Merci beaucoup, Pascal. Pascal, qu'on va d'ailleurs retrouver un petit peu tout au long de la soirée par ces dessins qui vont pouvoir s'afficher dans les écrans qui sont présents dans cette salle. Des dessins qui vont rendre compte un petit peu de cette soirée, ou du moins de l'univers de Stéphane Hessel, et un petit peu adapté, augmenté avec ce qui va se produire ce soir. On va donc entrer dans cette deuxième partie de la soirée, puisque vous parlez de poésie, d'art. J'en profite pour dire que Cyril Mokayesh, aussi en fin de rencontre, fera 3 morceaux. C'est aussi un autre pont et une inspiration. Donc on va continuer à marcher sur ces différents ponts. Je remercie évidemment Christian Hessel pour son sens, si j'étais en mauvais français, du teasing, puisqu'elle a parlé de Claude Alfandéry comme un grand compagnon de Stéphane, qui va me rejoindre tout de suite pour prendre la parole et puis ouvrir donc ce débat sur les nouvelles formes de mobilisation. Venez avec moi, Claude, tranquillement. On va aller du côté de... Ah bah du coup, voilà, on va monter. Voilà, engagez-vous par le chemin qui vous semble le plus opportun. Ça va au niveau du micro, on est bien? Ça va. Alors, ça va aller. Cher Christian, cher Anne, cher Michel et Antoine, chers amis jeunes et moins jeunes. Je n'ai pas connu Stéphane dans les 10 années qui ont suivi la libération. Mais bien sûr, je n'ignorais rien de son histoire personnelle, les conditions héroïques et incroyables de sa délivrance et sa participation à la construction, après la paix, d'une organisation
de la société universelle. De mon côté, j'étais membre et militant actif du Parti communiste. C'est ma séparation progressive de celui-ci au milieu des années 50, pour des raisons politiques, morales, culturelles, qui m'a rapproché d'un milieu intellectuel avec lequel Stéphane était lui-même très lié. Dans la deuxième moitié des années 50, vous voyez, c'est assez loin, nous nous retrouvions régulièrement chez Louise et Gabriel Ardan, un inspecteur général des finances émule de Keynes et très proche de Pierre Mendès France. On y trouvait régulièrement Michel Rocard, Simon Nora, Jacques Delors, et aussi François Bloch-Lenné, Paul Deouvrier, et parfois Edgar Morin, et bien entendu Stéphane. Les discussions portaient sur la mauvaise évolution de la guerre d'Algérie, que le pouvoir relativisait en parlant des opérations d'Algérie comme aujourd'hui les Russes, celles de l'Ukraine, et plus encore sur la fragilité de la 4e République, la pression du général de Gaulle et de ses partisans. Alors certains, dont Pierre Mendès France, au nom de la démocratie, refusaient tout contact avec le général de Gaulle, tout en étant partisans d'une Algérie française, bien sûr, démocratisée. D'autres, résolus à mettre fin à la guerre d'Algérie, étaient disposés à rencontrer le général de Gaulle. Stéphane était de ceux-ci. Stéphane était de ceux qui voulaient rencontrer le général de Gaulle. Il nous impressionnait alors par sa culture, par son érudition, par son agilité intellectuelle, dénonçant la sale guerre et la torture. Il n'excluait pas de convaincre de Gaulle pour la paix en Algérie. Cette position intransigeante sur le fond, ne refusant pas un dialogue exploratoire, cette recherche du compromis sans rien abandonner de l'essentiel me paraissent caractériser la manière de Stéphane tout au long de sa vie. Son radicalisme sur les idées n'est jamais un rejet de celui ou de celle qui les porte. Et plus tard, en désaccord avec Michel Rocard sur sa phrase relative à l'immigration, la France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde, il la mettra dans son contexte et elle n'affectera pas leurs relations. Ce mélange de fermeté, de conviction et d'ouverture à autrui, jointe à ses qualités intellectuelles et à son énergie, explique sa capacité de le rassembler, et c'est sans doute ce qui a contribué au magnifique essor du club Jean Moulin. Personnellement, parti aux États-Unis comme expert à l'ONU en 1958 et 1959, je n'ai rejoint qu'à mon retour le club et son comité directeur, et j'ai pu constater que son étonnante réussite était très largement due aux convictions et à la méthode de Stéphane. Je l'ai écrit en quelques lignes dans Vivre et résister. Stéphane Hessel dominait le club avec modestie. Il avait refusé d'en être le président pour éviter la reconstitution d'un organe directeur qui pouvait ressembler au parti politique, mais
son éloquence et son savoir-faire diplomatique en faisaient un leader incontesté, nommé plus tard par François Mitterrand ambassadeur de France. Il l'était déjà 20 ans avant sa nomination. Homme de compromis, il n'a jamais cédé sur l'essentiel. Ce diplomate est en fait un véritable humaniste. Cet humanisme, j'ai eu le bonheur d'en saisir la nature et la force dans nos combats communs et de façon plus intime dans nos promenades et discussions quand Christiane et lui nous invitaient dans leur petite maison de pêcheurs à Trouville. J'étais frappé, entraîné par son amour du vivant. Il avait le sentiment très vif de partager des biens communs, le désir de sauvegarder cette communauté et simultanément le goût de la diversité. Pétri de valeurs universelles, il n'était pas moins sensible aux particularités des territoires, des activités, des individus, soucieux des citoyens attachés à leur participation directe aux affaires. Il les savait pourtant liés, intégrés à des ensembles constituant un ordre général, ce lien étant un fondement de la démocratie. Conviction qui ne prenait jamais un tour ennuyeux et coercitif. Son empathie, sa compréhension d'autrui, sa quête du lien se traduisait dans sa voix, dans son sourire, dans les gestes qu'on a vus tout à l'heure sur cette grande affiche, qui était assez bouleversante parce qu'elle bougeait cette affiche et on voyait sa façon extraordinaire de soutenir ses convictions en avançant les mains. Et Louis Gaza, également, me disait l'autre jour à ce propos qu'il avait toujours une extrême courtoisie, mais qu'il ne lâchait rien. Il ne lâchait rien. Son tempérament n'allait pas, en effet, sans des mouvements d'intense indignation. Cet homme affable, cet homme affable, toujours prêt à comprendre et aider, était intraitable devant les coups ravageurs portés à la nature, à ses frères et sœurs humains souvent opprimés. Les ravages qu'il avait subis lui-même dans les camps d'extermination et ceux portés aux populations exploitées, humiliées, violentées, aux femmes, aux enfants, aux immigrés, aux chômeurs. Il savait crier fort son indignation qui a explosé dans son petit livre « Indignez-vous ». Ce fut des millions de femmes, 4 millions, a-t-on dit tout à l'heure, de femmes et d'hommes. Ce fut pour eux la levée d'un insupportable silence. Il ajouta aussitôt un appel à l'engagement, car il ne sert à rien d'hurler, disait-il, son indignation, si l'on n'en s'emploie pas à résister. Il l'a fait dans de multiples initiatives solidaires, constituant un tissu de sauvegarde de la nature et de l'humanité. Stéphane poursuivait ce chemin avec modestie et discrétion. Il évitait les excès, le tapage, l'emphase, dans sa façon de vivre et dans sa façon de parler. Il se gardait de manière et d'un langage élitiste
qui aurait marqué un désir de distinction, voire de domination, et gâté son désir profond de communion et de coopération. Il pensait qu'une certaine sobriété face à la montée du luxe et de la gabegie était un gage de solidarité, qu'elle constituait à la fois une éthique et la vision d'une économie respectueuse de la nature et de l'humanité. Il considérait que vouloir dominer et créer un climat de défiance et de rivalité qui entravait la coopération, il appelait non pas à imposer, mais à convaincre par la démonstration des avantages à agir ensemble. Ces principes l'orientaient vers un modèle radicalement novateur pour le monde, pour la France, pour notre pays et aussi dans le comportement des individus. Tel est, me semble-t-il, le précieux héritage de notre cher Stéphane. Merci. Merci beaucoup, Claude. Restez avec nous, mettez-vous là, restez avec nous pour ce discours d'un jeune centenaire, si je puis dire, puisque ça fait quelques mois que vous avez dépassé cet âge. Et merci d'avoir autant de fougue, d'énergie et d'enthousiasme pour votre premier discours. Et puis maintenant, je vais appeler à venir sur scène également Pia Benguigui, Flore Vasseur et Martial Foucault pour qu'on puisse ouvrir notre discussion qui va durer... on va dire 45 minutes avec vos questions incluses pour vous donner quelques petits repères temporels. Venez tous les trois vous installer en compagnie de Claude. On va aussi croiser les regards. Flore, à côté, voilà, où vous voulez, mettez-vous. On va essayer aussi de bâtir quelques passerelles et quelques ponts entre vous, avec vos univers respectifs, pour parler donc de ces nouvelles formes d'engagement, de cette question rhétorique qui a été posée, s'indigner ou s'engager, et évidemment qui a été posée de manière assez provocatrice, car on peut s'indigner et s'engager, on peut d'ailleurs juste s'indigner et pas s'engager, on peut parfois d'ailleurs s'engager peut-être sans s'indigner, je ne sais pas. On va tout de suite donner la parole à nos invités, donc Pia Benguigui, qui est juste à côté de Claude, qui est diplômée de l'école urbaine de Sciences Po, ex-présidente du réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, donc vous avez un regard assez large sur la mobilisation estudiantine par le prisme des associations qui concernent donc les études supérieures. Et vous êtes aujourd'hui chargé de mission participation citoyenne à la ville de Cachan. Donc merci d'être avec nous, Pia. À côté de vous, Flore Vasseur, qui est journaliste, autrice, documentariste, à qui l'on doit notamment ce film Bigger Than Us, où l'on suit le parcours de nombreux jeunes qui s'engagent tout autour de la planète sur différentes causes, évidemment la préservation de l'environnement, les conséquences des migrations. On a vraiment ce voyage que vous avez mené, caméra au point, pour nous faire vivre l'engagement d'une jeunesse. Ce film qui sera d'ailleurs diffusé demain à 14h ici à Sciences Po. Alors pas cet amphi, celui je crois du dessous, mais il sera bien diffusé demain à 14h. Merci Flore Vasseur d'être avec nous. Et puis Martial Foucault qui est presque à la maison, qui dirige donc le CEVIPOF, co-auteur avec Anne Muxel du livre Une jeunesse engagé, et donc qui a réalisé une enquête de terrain en sondant près des 12 500 étudiants de Sciences Po pour un peu mieux connaître leur engagement, ce qui les intéresse, ce qui les effraie, la manière aussi dont ils se mobilisent, leur vision, pourquoi pas, du politique qui a peut-être un peu moins sacralisé depuis l'époque de Stéphane Hessel, même si on a bien compris dans le discours de Claude qu'il avait lui aussi un regard assez distancié par rapport à la fonction politique. C'est de tout cela dont nous allons parler. Et puis bien sûr, vous, je ne vous ai pas oublié, vous m'avez promis un engagement, je compte évidemment sur vous. On va peut-être commencer avec toi, Pia, je ne sais pas, je peux te tutoyer, on n'a qu'à se tutoyer. Donc jeune étudiante, tu incarnes effectivement là cette jeunesse, même si on se rend compte que la jeunesse n'a pas d'âge. Quel est ton regard justement par rapport, si on rentre dans le vif du sujet, à cette jeunesse? Alors je vais reprendre des poncifs, des
peut-être des stéréotypes ou des clichés, je ne sais pas, tu vas me dire, on parle d'une jeunesse qui est moins engagée, qui est moins politisée, qui est plus individualiste, qui va on parle même de l'indignation du clavier, c'est-à-dire qu'on est tranquillement sur son canapé, on va retweeter sur les réseaux sociaux sans forcément aller sur le terrain. On parle aussi de désintermédiation, de la crise des institutions politiques, etc. Comment tu le sens comme ça, à brûle pour point, ce portrait que l'on fait de cette jeunesse, toi qui, encore une fois, en a une vision finalement assez juste? Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ça faisait beaucoup dans la question, mais... Ah bon J'ai fait un truc court pendant. Peut-être pour revenir un peu donc, sur le RESES, le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, anciennement REFED. C'est un réseau de 150 associations étudiantes qui agissent sur les enjeux écologiques et solidaires, qui est présent partout en France, dans une cinquantaine de villes, et dont j'ai été présidente de 2020 à 2022. Et ce que j'ai observé pendant ces 2 années, c'est, je ne vais pas vous contredire sur ça, un grand engagement de la part des étudiants et des étudiantes, de la part de la jeunesse aussi de manière générale, puisqu'on était en lien avec de nombreuses associations de jeunesse qui agissent sur les enjeux climatiques, mais pas que. Aussi, je pense, dans les nouveaux enjeux qui ressortent et qui me semblent importants de souligner, on peut noter les enjeux de féminisme et de questions de genre avec les questions LGBT+, aussi le sujet antiraciste qui émerge et qui il y a une vraie prise en compte aujourd'hui, ou une vraie parole qui est aussi portée là-dessus. Et je parlerai peut-être aussi de la grande inquiétude qui ressort chez les jeunes, et là je me recentre sur le sujet écologique. Il y a de nombreuses études qui le montrent. Nous au RESES, on fait aussi tous les 3 ans une grande consultation nationale étudiante, et la dernière édition qui date de 2020, donc des chiffres qui ne sont pas tout récents mais qui sont quand même parlants, montrait que 85% des étudiants et des étudiantes sont inquiets, voire angoissés vis-à-vis de l'avenir par rapport au changement climatique. Donc sur ça, c'est un sujet générationnel et c'est un gros sujet d'inquiétude chez nous les jeunes aujourd'hui, si je devais généraliser, et en particulier dans le monde étudiant. Cette inquiétude, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement et qu'on est absolument désabusé et qu'on ne fait que tweeter ou partager des stories sur Instagram. Au contraire, je pense, même si tous les jeunes ne s'engagent pas, ou alors tous les jeunes ne s'engagent pas dans les canaux plus traditionnels qu'on avait, par exemple, aller dans une association ou aller en manifestation, aller en grève, il y a aussi d'autres formes d'engagement qui soient parfois plus de proximité, qui soient en effet sur les réseaux sociaux, mais ça peut être, je pense, considéré comme une forme d'engagement. Donc l'engagement aujourd'hui est encore très présent, même s'il est teinté de cette grande inquiétude qu'on a sur les enjeux climatiques par rapport à l'inaction climatique au niveau gouvernemental, au niveau des entreprises, au niveau international, à peu près tous les niveaux, il me semble. Merci beaucoup, Pia. Et c'est vrai, ce qui va être intéressant avec vous, c'est que là, moi, j'ai exposé en préambule une forme de ressenti, et puis aussi de ce que je peux en lire et comprendre. Là, vous arrivez avec quelques chiffres. C'est ce qu'a fait aussi Martial Foucault, et je donnerai la parole à Flore Vasseur juste après, puisqu'en récoltant justement ces réponses aux différentes questions que vous avez posées, vous les avez comparées aussi avec les étudiants de Sciences Po d'il y a une vingtaine d'années. Donc ça nous permet d'avoir quand même des faits, d'objectiver finalement les évolutions de cette jeunesse. Et je pense que vous allez sans doute partager ce constat qui vient d'être donné par Pia sur la préoccupation, l'anxiété, l'inquiétude du moins à l'égard des questions environnementales et notamment du réchauffement climatique. Merci, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci également pour l'invitation. Alors oui, effectivement, je suis à domicile, enseignant ici à Sciences Po sur l'introduction à la science politique. Pourquoi je commence par là ? Parce que c'est un sujet qui, au fil des années où ce cours a été dispensé, a permis de trouver les bonnes raisons de réhabiliter cette enquête qui avait été faite pour la première fois il y a 20 ans. Et 20 ans, c'est le temps d'une génération, avec l'ambition assez modeste d'essayer de mieux saisir aujourd'hui quelles étaient avant tout les valeurs des étudiants à Sciences Po. Ça, c'était le premier objectif. Vous savez qu'il existe une presse pas toujours sympathique à l'endroit de Sciences Po et qui voit dans cet établissement tout le mal qui irait droit à l'enfer. Alors on a essayé de construire une enquête qui visait à comprendre les évolutions depuis 20 ans. Alors je ne vais pas faire une longue présentation, ça serait trop long, même si l'essai est assez court et se lit, j'espère, de façon très, très fluide. Mais il y a 3 éléments sur lesquels vous avez déjà répondu. Et en relisant Indignez-vous ce week-end pour me remettre dans cet écrit, tout d'abord, je dirais que
d'une certaine manière, les étudiants qu'on a interrogés, donc ce sont des étudiants qui ont entre 18 et 24 ans, 25 ans pour les plus âgés d'entre eux ou d'entre elles, sont des étudiants qui se retrouveraient pleinement dans les lignes écrites par Stéphane Hessel. Premièrement, les deux défis que voit Stéphane Hessel dans Indignez-vous, c'est un défi de lutte contre les inégalités, l'écart entre les riches et les pauvres. Ça, c'est une dimension, une des causes d'engagement première que nos étudiants mettent en avant, qu'ils ne mettaient pas en avant il y a 20 ans. Et puis le deuxième défi que cite Stéphane Hessel, c'est l'état de la planète. Je crois que c'est les termes qui sont employés. Bon, ça, c'est la première cause d'engagement. Et donc, ça rejoint effectivement ce que vous disiez. Et je dirais que ces deux causes dominent très largement des sujets qui, il y a 20 ans, étaient encore au cœur des préoccupations, source d'investissement avec des formes très variées de nos étudiants. C'était les enjeux économiques. Alors oui, on était dans une période où le chômage était l'alpha et l'oméga de l'action publique. La question également internationale a quasiment disparu. C'est curieux, nous avons fait cette enquête 4 mois après le déclenchement des hostilités sur le sol européen. Donc ces deux causes d'engagement, qu'est-ce qu'elles nous disent d'une jeunesse à Sciences Po? Bien sûr, ce n'est pas la jeunesse du pays, mais c'est une jeunesse qui, tout d'abord, est beaucoup plus politisée. Donc ça, je m'inscris en faux par rapport à ce que l'on peut lire, beaucoup plus politisée qu'il y a 20 ans. Et elle est plus politisée parce que le nombre d'étudiantes est plus important que le nombre d'étudiants. En 20 ans, 63% des étudiants à Sciences Po sont des femmes. Et c'est ce mouvement de féminisation qui produit de la politisation, et qui produit de la politisation autour des enjeux précisément environnementaux et de lutte contre les inégalités. Et je rajouterai 2 autres enjeux qui sont source vraiment de mobilisation. Alors moi, je ne pourrais pas répondre si cette mobilisation a été précédée par une forme d'indignation. On n'a pas posé cette question et on n'a pas travaillé cette question, donc je ne pourrais pas y répondre. En revanche, les 2 autres sujets, c'est important, ils n'existaient pas il y a 20 ans. Il y a la question de lutte, toute forme de lutte contre les discriminations à l'endroit de minorités visibles, et puis la question du droit des femmes, de la place des femmes, hein, si on étend... Donc ça, c'est nouveau, et vous voyez, le lien est très intéressant parce qu'on essaie de regarder la politisation. Alors, ça veut dire quoi, des étudiants plus politisés? On a indiqué dans l'ouvrage qu'il y avait une forme de culture politique de droite de gouvernement qui est en voie de disparition à Sciences Po. Aujourd'hui, c'est essentiellement des étudiants qui se reconnaissent dans une culture politique de gauche. Alors, on a beaucoup parlé de cet essai parce que lorsqu'on a écrit que 55% des étudiants à Sciences Po interrogés en 2022 avaient voté Jean-Luc Mélenchon, ça a provoqué quelques émois. Mais je ne dirais pas d'où et comment, mais ça a provoqué une réaction. On va essayer de le deviner. C'est très intéressant parce que quand on dit une culture politique de gauche, on voit bien que sur ces sujets, ça peut paraître presque une lapalissade de voir ces engagements, mais ce qui est pour moi beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a un élément qui peut-être distingue d'une partie de la jeunesse, c'est le refus à Sciences Po d'un engagement, je dirais, subversif. Il n'y a pas de violence. Et on retrouve d'ailleurs dans les écrits de Stéphane Hessel la condamnation de la violence. Il propose une forme d'indignation, de mobilisation pacifique. Donc on est totalement... Violence symbolique acceptée, pas de violence physique. Puisque... Oui, je vais prendre un exemple pour nos étudiants. 40% d'entre eux nous disent c'est tout à fait acceptable et légitime, par exemple, de bloquer la circulation. 40%. Mais 4% sont seuls 4% accepteraient comme forme d'action de brûler des voitures. Et je peux décliner comme ça cette dimension entre ce qui relève d'une mobilisation pacifique et ce qui relèverait d'une mobilisation violente. Et puis, peut-être pour terminer, ça va de pair avec quelque chose qui est peut-être pas explicité dans les écrits de Stéphane Hessel, mais qu'on retrouve dans notre enquête. Il y a un attachement presque viscéral aux institutions, à la démocratie représentative. C'est-à-dire que toute forme d'engagement, et l'indignation est tout à fait compatible avec ce régime démocratique, toutes les mobilisations doivent s'inscrire dans un cadre donné.
Donc il y a un attachement considérant que là, on remet du politique dans l'action qui peut être symboliquement violente, mais il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas d'horizon qui consisterait à renverser la table institutionnelle pour voir, et c'est une demande très très forte aux étudiants, une concrétisation de leur engagement. Et je termine par ce point-là. Par rapport à ce que vous avez évoqué dans votre question, le pessimisme, tout à l'heure on parlait du pessimisme, oui, une partie de nos étudiants dressent un tableau très très sombre de l'avenir. Je crois qu'il ne faut pas être inquiet. Vous parliez d'anxiété tout à l'heure. Moi, je crois que c'est on va vous répondre, vous êtes gentil, mais ce n'est pas vous qui êtes concerné. Peut-être, mais pas totalement. Être anxieux, c'est une très bonne nouvelle. Ce qui est une très mauvaise nouvelle, c'est d'être en colère. Si on convoque le rôle psychologique des émotions, je préfère enseigner à des étudiants anxieux qu'à des étudiants en colère. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, quand vous êtes anxieux, vous n'avez pas envie que ce qui est presque terrible à envisager comme destin se produise ou qu'un choc se reproduise. Donc vous êtes prêt à réviser des croyances sur votre compréhension du monde. Quand vous êtes en colère, vous avez dépassé ce stade-là. Vous n'êtes plus dans un processus de révision de vos propres croyances. Donc je dirais que l'indignation peut aussi s'accompagner d'une forme d'anxiété salvatrice pour la résolution des problèmes. Merci beaucoup. On voit que là, on commence à flirter justement avec des notions dont le chemin est tenu finalement entre la colère, l'engagement, l'indignation, la colère légitime, la non-subversion, comme vous l'avez justement dit. On voit que c'est complexe, Flore Vasseur, vous qui avez parcouru le monde, qui avez suivi justement une autre jeunesse que celle de Sciences Po, des jeunesses à travers le monde, avec toute forme d'engagement, d'indignation et parfois même d'engagement musclé, on va dire. Quel est votre regard justement par rapport à ce qui vient d'être dit ? Tout d'abord, je suis vraiment très très honorée d'être là dans cette soirée qui honore ce message et cette grande personne et autour de vous. Ça me touche énormément. Merci pour votre confiance. Effectivement, moi j'ai réalisé un travail autour de la jeunesse après avoir essayé d'alerter les adultes et mes contemporains sur ce qui était en train de se passer. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et que par contre, à l'égard de la génération qui arrive, il y avait peu de choses. Il y avait peu de choses qui essayaient de leur expliquer avec des mots à eux ce qui était en train de se passer, non seulement sur l'environnement, mais beaucoup sur la question des injustices, puisque maintenant, ils m'ont un petit peu contaminée. Je regarde tout avec le filtre de l'injustice et je pense que la question climatique est aussi puissamment une question d'injustice. Et j'ai fait un travail complémentaire puisque je me suis intéressée à peu près tout le monde, sauf précisément à la jeunesse occidentale, puisque je suis repartie d'un chiffre qui est très très important quand même, qui est de dire qu'aujourd'hui 80% de la jeunesse mondiale n'habite pas en Occident. Donc je considère que mes enfants ne représentent pas grand-chose dans ce monde-là qui essaye de naître, et que par contre je trouve ça formidablement intéressant de s'y intéresser. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est des populations, donc ces populations du Sud, qu'on considère souvent comme des pays qui sont en arrière par rapport à nous, qui ne se sont pas développés, précisément sur ce qu'on a à vivre, sont en avance de phase. Parce que les sociétés se sont déjà effondrées, et où les adultes ont disparu, et où les structures étatiques ne sont plus là. Et j'ai eu cette intuition que sans doute ils étaient des bons passeurs pour nous aider à vivre et à traverser cette période qui peut-être s'ouvre. Pour corroborer les chiffres qui sont sortis, moi je me suis beaucoup aussi appuyée sur une étude de The Lancet. Donc The Lancet, c'est pas n'importe quoi, qui pose des chiffres terribles qui sont sortis en septembre 2021 sur l'éco-anxiété. Alors j'ai pas exactement la même impression sur la question de l'anxiété et sa capacité de... Ce qui m'intéresse, moi, c'est la capacité de propulsion, finalement, et qui posait que 75% de la jeunesse occidentale est très pessimiste quant à l'avenir, et 58% considèrent que c'est cuit. Donc, là, vous allez sentir mon émotion. Je suis consternée, en fait, que ça ne soit pas une préoccupation absolue
de toutes nos sociétés. Je suis consternée que ça soit nulle part dans nos agendas politiques. Et donc ce film m'a donné l'occasion effectivement de m'intéresser à 7 jeunes qui avaient entre 18 et 25 ans à l'époque et qui s'engagent pour sauver ce qu'ils peuvent dans leur communauté. Donc ce n'est pas des actions à vocation, les start-upers diraient scalable, mais c'est magique parce que certains ont changé la Constitution, d'autres la loi, certains ont créé des groupes de presse, certaines sauvent juste des migrants de la noyade, d'autres apprennent à des personnes encore plus défavorisées qu'elles à essayer de faire pousser de quoi se nourrir sur des sols explosés par des phytosanitaires. Bref, on est dans le dur de la survie. Et donc, voilà, j'ai poussé un peu les curseurs. Et je me rends compte que, bon, il y a ce film, mais ce que j'avais plus envie de vous parler, si j'ai encore un tout petit peu de temps, de ce que je vis depuis sa sortie, puisque le film est sorti il y a 1 an. Et je remercie d'ailleurs Sciences Po qui s'en est emparé, puisque je crois que le film a été projeté plus d'une vingtaine de fois dans l'institution et ses satellites. En 1 an, on a eu 4000 projections citoyennes auto-organisées par des personnes qu'on ne connaît pas, qui ont décidé de partager le film et de s'en servir pour lancer une conversation. Et cette conversation, c'est « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Parmi ces 4000 projections, je voudrais lancer tout mon amour au niveau du corps professoral qui s'en est emparé de la 5e jusqu'au post-bac. Je salue aussi le ministère de l'Enseignement supérieur avec lequel on vient de signer une convention pour diffuser le film de façon massive dans tous les établissements universitaires. Pourquoi ? Parce que dans les universités, les universités sont le théâtre de ce lieu de, les jeunes vous diraient, bifurcation, mais où il y a tellement me disent-ils, de jeunes qui ne finissent pas leur thèse, qui arrêtent leurs études parce qu'il y a trop de dissonance entre ce qui est enseigné et ce monde qu'ils sentent, ces intuitions qu'ils ont. Et je crois que c'est de notre absolue responsabilité de créer ces réceptacles, ces parcours, ces voies d'engagement, comme il est fait ici, pour qu'on arrive à retrouver, vous avez parlé d'alignement, mais précisément, et cet alignement, il ne se décrète pas dans un cours, il est profondément intime, et on a besoin de tous les outils. Vous citiez le rôle de l'art, je vous remercie. Pourquoi ? Parce que l'art nous permet de dépasser ce qu'on sait déjà. On a tous les chiffres aujourd'hui, on a toutes les statistiques, vous en avez parlé, j'en ai parlé, vous en avez parlé. On les a, toutes ces projections, toutes ces données, toutes ces images même. Et pourtant, on ne bouge pas. Donc, pour ce que je sens beaucoup dans ces projections, puisque j'en ai accompagné 350 avec des débats en 1 an, ça fait beaucoup, ça fait un énorme focus group en fait. Et ce que j'entends beaucoup trop souvent... c'est des jeunes qui me le disent, qu'ils sont trop seuls face à leur angoisse, justement, face à leur inquiétude, que dans leur famille, on ne parle jamais de ça, parce qu'ils sont face à des parents qui sont désarçonnés, qui sont pris au piège dans leur rôle de parents, parce qu'ils n'ont pas de solution. Nous avons, ma génération, les générations au-dessus, ont été éduqués avec l'idée qu'il fallait avoir une solution, que on avait une action, il fallait qu'il y ait une réaction, que tout de suite ça devait avoir un impact. Et précisément, la feuille de route aujourd'hui n'existe pas. Et pour en tout cas ma génération, c'est très très compliqué. Donc beaucoup de cette jeunesse se sent désarçonnée par non seulement l'inaction des adultes, mais surtout le silence. Et sur l'éco-anxiété, j'ai une petite intuition matinée de ces débats. L'éco-anxiété n'est pas liée à l'accumulation de mauvaises nouvelles. Et c'est vrai qu'on est servi, je suis d'accord. L'éco-anxiété, elle est liée au silence des adultes. Donc si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents, si vous êtes tonton, tata, cousin, j'en sais rien, si vous voyez des jeunes autour de vous, eh bien, osez la conversation sur ce qu'il est en train d'advenir. Je pense qu'on peut vraiment retourner la table avec ça. Merci beaucoup, Flore.
Juste si on peut revenir sur la slide précédente, je voulais rebondir sur une image que l'on voit. C'est Ce qu'il reste de nos rêves. C'est l'un de votre ouvrage, qui retrace le parcours d'Aaron Swartz, qui est un activiste américain qui s'est suicidé à 26 ans. Il s'est suicidé car il n'a pas été assez entendu. Et on revient justement à ce silence, un silence qui peut aller jusqu'au suicide de sans doute l'un des génie, ou du moins un grand penseur de l'informatique et des technologies. Et on revient à ça, c'est-à-dire qu'on parle, les jeunes parlent, et ils ont l'impression de ne pas être entendus. Du moins, je vais entendre Pia par rapport à cette question. Et on revient à cette thématique, finalement, de la solitude, qui est présente aussi, Martial Foucault, dans votre enquête. Elle ressort, cette solitude, de manière peut-être de manière très visible. Alors, c'est toujours compliqué. On se dit, peut-être qu'avant, c'était pareil. Mais là, on sent quand même que ce sentiment de solitude, il est très prégnant. Et il émerge, en tout cas, 20 ans après le premier questionnaire. Pia, par rapport à cette solitude, déjà, ce sentiment. En effet, je rejoins vraiment ce que disait Flore sur ça, sur le silence des adultes qu'on a et qui nous laisse en tant que jeunes ou en tant qu'étudiants, étudiantes, en tant qu'enfants aussi, parfois pour les plus jeunes, face à cette crise existentielle-là et face à cet avenir qu'on voit qui est très menaçant et qui est pas du tout optimiste. On voit qu'il n'y a pas d'action. Et donc je voulais aussi revenir sur ce que vous disiez, Martial, sur la colère. Moi, en fait, j'ai été beaucoup en colère quand j'ai pris conscience de cette crise écologique qu'on est en train de vivre et de la grande inaction qui y fait face, parce que c'est pas tant, en effet, la crise écologique qui me fait peur et qui me fait agir, c'est le fait qu'on fasse rien ou qu'on fasse tellement peu par rapport à la hauteur des enjeux et par rapport à ce qu'il faudrait faire. C'est ça qui m'a mis en colère, et aujourd'hui, je suis encore en colère. Je suis encore en colère quand je vois, encore une fois, que rien n'est fait ou si peu pour essayer de résoudre cette crise écologique, quand je vois le racisme, quand je vois le nombre de féminicides qui est apparent, quand je vois l'homophobie, quand je vois la transphobie, ça me met en colère. Et je pense pas que ce soit mal en soi d'être en colère. Je pense que la question, c'est ce qu'on fait de cette colère, comment on s'engage derrière, comment on la transforme en quelque chose qui peut être créateur, ou pas d'ailleurs. Parfois, ça crée de l'anxiété et ça existe aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a cette injonction aussi à la performance de transformer justement son inquiétude, son angoisse en action. Et puis parfois, on est un peu démuni, on n'a pas l'envie, on n'a pas les ressources. Il ne faut pas se sentir non plus coupable de ne pas parvenir à transformer cette colère en action. Oui, c'est ça, exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se sentent désemparés parce qu'ils ne savent pas comment agir. Et avec Flore, on en parlait justement en introduction aussi. Il y en a qui arrivent à agir et il y en a qui n'y arrivent pas parce que parfois, c'est bigger than us, pour reprendre le titre du film. En fait, c'est trop pour nous aussi d'être face à toute cette inaction, de voir que ça bouge pas et de voir que notre avenir est directement menacé. Donc pour moi, la question, c'est pas tant est-ce qu'on est en colère ou non, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère et qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous indigne, comment on transforme ça et comment aussi on arrive à être écouté par ceux qui dirigent aujourd'hui. Alors comment on le transforme ? J'en profite parce qu'il y avait des applaudissements qui allaient venir, mais je les coupe. Comment on la transforme, cette colère, justement ? Comment on la transforme ? On essaye d'en parler, on se mobilise, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant mes 5 ans d'études à Sciences Po. J'étais engagée dans diverses associations en parallèle. On trouve, je pense, la forme d'action aussi qui nous correspond mieux. Ça peut être des modes d'action plus institutionnels. C'est ce que j'ai fait au sein du RESES. C'est ce qu'on peut faire avec des métiers qui nous engagent, en étant un ingénieur engagé, en étant dans des institutions, en travaillant dans la fonction publique, en travaillant au niveau gouvernemental. Et ensuite, il y en a d'autres qui la transforment de d'autres manières. Là, je pense à la désobéissance civile, par exemple, qui pour moi est un mode d'action aussi qui est utile et qui peut être complémentaire avec des engagements plus institutionnels. Donc c'est le week-end dernier, par exemple, en Allemagne, aller bloquer des mines de charbon qui vont être exploitées. C'est à Sciences Po, par exemple, en licence, on a organisé un die-in dans l'école pour alerter sur la crise écologique, pour demander des formations à la hauteur des enjeux, ce qui a été fait maintenant et j'en suis ravie. Donc comment on s'engage, on trouve, je pense, la meilleure manière de faire, et surtout on espère que nos aînés et que, encore une fois, ceux qui dirigent, parce que le problème quand on est étudiant, quand on est jeune, c'est que c'est pas nous en fait qui avons le pouvoir la plupart du temps, et c'est gentil d'aller de nous dire d'aller le chercher, mais c'est aussi difficile de prendre le pouvoir, et donc c'est aussi juste demander à être écouté et demander à ce que l'action soit partagée, et que ce ne soit pas que à nous de porter ça. Merci beaucoup, Pierre. Je vais prendre une de vos questions. Claude, peut-être un petit mot, non ? Non. Vraiment, je n'ai plus de voix, mais je suis vraiment... Regardez, je vais amplifier votre voix avec la technologie. Ouais, je crois en effet que la colère, c'est pas une mauvaise nouvelle. Je crois que la mauvaise nouvelle, c'est d'être désabusé, désemparé.
Et le jeune qui est à côté de moi ne l'est pas. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà, la colère est toujours là, la colère finalement a ses vertus, même si on entendait bien sûr, hein, Martial Foucault, ce que nous avez dit tout à l'heure, vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir. Une question, colérique ou non dans la salle? Oui, allez-y a cappella, sinon je viens vous voir. Non, alors je voulais juste remercier nos intervenants. Merci à vous pour vos insights, vos partages. Merci. Merci à vous. Moi, j'avais quelques juste observations à faire qui me semblent importantes. On a parlé beaucoup des jeunes, mais on n'a pas parlé des autres générations et on n'a pas parlé du sujet, voilà, nous tous. Donc moi, ça me pose problème quand on fait génération contre génération, quand tous les sujets qui ont été évoqués nous impactent. Je voulais juste faire un point. La confiance dans les médias, aujourd'hui, est au plus bas, selon l'Institut Reuters pour les études du journalisme. Confiance dans la classe politique, au plus bas. Bon, engagement dans les initiatives citoyennes et les concertations citoyennes menées par nos institutions sont au plus bas. Donc, voilà, il y a des questions à se poser. On a des gens engagés, et merci Pia d'avoir souligné qu'il y a des gens qui sont inquiets de certaines choses, mais on n'arrive pas à les engager. Donc moi, aujourd'hui, je suis dans une start-up de la Civic Tech, et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les collectivités et les institutions nous disent? C'est que les jeunes, on a du mal à aller les chercher pour les mettre autour d'une table et pour construire des belles choses, écrire des nouvelles histoires avec les jeunes. Donc ça, c'est problématique, et c'est là, à mon avis, où il faut qu'on trouve des solutions. Moi, aujourd'hui, les médias, par exemple, Reporters d'Espoir se bat pour faire en sorte à ce qu'il y ait davantage de sujets, de solutions dans les JT et dans les contenus d'information. On est loin du compte. Et nous, nos voisins outre-Manche, un pourcentage d'infos de solutions qui est bien plus élevé. Donc, pourquoi il y a ce problème-là? Voilà, et je pense que ces questions-là, il faut se les poser aussi. L'environnement, c'est une chose, mais il faut qu'on remette de l'humain au cœur de tous nos sujets, parce que là, on est dans un phénomène sociétal de déshumanisation, à mon sens. Il faut remettre l'humain au cœur de tous les sujets qu'on évoque. Le Covid a été dévastateur dans le cadre de ce désengagement. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Moi, quand je fais des ateliers de co-construction, je veux que toutes les générations soient là autour d'une table, pas qu'une ou l'autre. Mais on a beaucoup de mal. Voilà, donc c'est un peu ces retours que je voulais vous faire. Merci en tout cas pour vos interventions que j'ai trouvées très intéressantes. Donc merci à vous. Merci monsieur pour votre témoignage. Et vous remarquerez quand même qu'à cette table, nous n'avons pas incarné que la jeunesse. Même si, encore une fois, la jeunesse, c'est aussi un état d'esprit. Je me sers de vous, Claude, c'est juste pour répondre. Question qui a été posée justement sur la défiance à l'égard des médias et des institutions, en fait, en général. Ça se ressent, j'imagine, dans le questionnaire. Et c'est vrai que la plupart des études le montrent. Quand vous disiez justement que la jeunesse était politisée, contrairement à ce qu'on pensait, est-ce qu'elle est politisée de la même manière? Est-ce que finalement il y a cette même conviction, cette même confiance à l'égard des institutions au sens large, médiatiques, politiques, pourquoi pas religieuse? Est-ce qu'il n'y a pas un grand sentiment finalement de défiance qui peut laisser place à une forme d'abandon? Monsieur parlait de déshumanisation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement vers qui se tourner, là où on avait quelques repères, qui avaient d'ailleurs leur travers, sans doute. Est-ce que vous l'avez ressenti ça dans votre questionnaire? Enfin, dans les réponses issues du questionnaire? Oui, il y a aucune surprise en fait dans notre enquête. On voit des niveaux de défiance tout aussi élevés dans l'ensemble de la catégorie des jeunes, même s'il ne faut pas uniquement stigmatiser les jeunes, mais on voit des niveaux de défiance très élevés, y compris pour les étudiants de Sciences Po. Et de façon plus générale dans la politisation, ce qui m'a beaucoup frappé dans une évolution vraiment massive en l'espace de 20 ans, c'est une critique très très forte adressée à l'action politique.
dans notre enquête, on a rassemblé des récits, des verbatims. Ce ne sont pas des questions fermées où on force les étudiants à répondre comme ci ou comme cela. Dans le récit, moi, j'étais très frappé d'une tonalité négative à l'endroit du politique, avec des mots, des expressions, des locutions, parfois juste un adjectif qui suffit à comprendre la pensée qu'ont nos étudiants vis-à-vis du politique. Donc il y a une forme de défiance, elle est forte, mais je rejoins ce que disait il y a quelques minutes Pia en me disant il y a une forme de contradiction entre à la fois un engagement ou la force de l'engagement et puis l'existence de cet engagement. Comment il s'incarne dans des institutions, parfois même à côté des institutions, sans être dans la violence. Donc il y a une architecture qui n'est pas encore vivante. Ensuite, sur la défiance, puisqu'on parlait de solitude tout à l'heure, c'est vrai que 30% des étudiants interrogés en 2002 déclaraient avoir un sentiment de solitude, 30%. Aujourd'hui, c'est 50%. Un étudiant sur deux. Alors, on ne peut pas mettre en avant comme explication simplement la crise Covid. Ça serait trop simple, mais il ne faut pas l'écarter pour autant. Ça a été un amplificateur, un accélérateur d'une tendance déjà existante. Probablement, même si il faut voir que ça a aussi retissé un certain nombre de liens familiaux qui n'existaient pas avec cette force il y a 20 ans. En revanche, sur des activités, sur le sens à donner même à son investissement dans l'éducation, ça a provoqué effectivement un effet dévastateur. Quelqu'un l'a évoqué, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce terme. Est-ce que ça débouche nécessairement sur des anxiétés au pluriel? L'éco-anxiété, on ne l'a pas véritablement attrapé dans cette enquête, ce n'était pas l'objectif. Je crois qu'on n'est pas encore en situation de bien comprendre tous les ressorts de ce qui relèverait de l'éco-anxiété. En revanche, on a interrogé, on a soumis nos étudiants à un exercice de récit d'imagination. On leur a demandé de se projeter dans une société en 2070, c'est-à-dire lorsqu'ils auront plus de 50 ans. En 2050, lorsqu'ils auront exactement 50 ans. Et le tableau est très très sombre. Il est très sombre, c'est-à-dire que pour 2/3 de nos étudiants, c'est une perspective pessimiste, j'ai dit sombre, mais pas forcément dans ces mouvements de collapsologie, d'effondrement. C'est pas cela. C'est plutôt l'idée que devant eux, un mur se présente, et la hauteur de ce mur les empêche d'imaginer leur capacité à le franchir avec leur bagage, leurs compétences, leurs diplômes, leur engagement. Donc ça, en tant qu'enseignant, c'est extrêmement déstabilisant. Et puis, pour un autre tiers des étudiants, c'est une croyance très très forte dans le progrès, la science, pour déplacer ces problèmes. Je dis bien déplacer, pas résoudre, déplacer dans le temps ces problèmes. Et alors, ce qui m'a frappé pour conclure, c'est quand même des solutions. Alors, ça ne reste pas dans du journalisme de solutions, on en parlait tout à l'heure, mais une solution qui est parfois renversante, c'est un appel, si vous voulez, aux sociétés moyenâgeuses, c'est-à-dire des communautés locales dans lesquelles on raccourcit l'ensemble des temps, le temps de l'échange, le temps de la consommation, le temps de la production. On revient sur des communautés extrêmement inscrites. Vous avez dit un besoin d'humanité. C'est la réponse que donnent nos étudiants. Il faut remettre des humains ou de l'humain dans des relations de proximité, et il n'y a pas de confiance sans proximité. Donc, d'une certaine manière, ce récit se tient. Comment il devient une feuille de route d'action politique? Je dirais, c'est tout l'enjeu qui fait que nous sommes réunis ce soir pour évidemment réfléchir à cette question. Mais on voit bien que c'est pas tant la matière qui manque, c'est évidemment le mode d'emploi qui n'est pas en possession aujourd'hui d'une jeunesse, et aussi d'une jeunesse que l'on pourrait peut-être mettre jusqu'à 50 ans, comme ça j'en ferai partie. On voit que la jeunesse est loin de partir en retraite, de toute façon, on peut la prolonger. Un petit mot. Oui, Claude. Juste un petit mot, parce que je me demande si cette anxiété dont on a raison de parler, elle n'est pas
incarné depuis quelque temps, tout de même dans des personnages extraordinairement inquiétants, enfin, Trump en Amérique, de Bolsonaro, de l'extrême droite en France et en Europe. Je trouve que c'est un peu absent des questions qui ont été posées. Elles changent un peu les données du problème, et elles risquent de changer plus encore au fur et à mesure que ces personnages s'approchent du pouvoir. Et vous avez cité effectivement des personnages qui construisent plus des murs que des ponts, dont on parlait tout à l'heure avec l'héritage de Stéphane Hessel. Donc effectivement, vous avez raison de le signaler, ça participe à ce contexte, évidemment, politique et géopolitique dans lequel nous vivons et qui favorise sans doute cette anxiété peut-être, puisqu'on approche de la fin de cette conversation avant d'écouter Cyril Mokaesh. Une des dernières questions ici dans la salle pour ces prochaines minutes. Oui, monsieur. Allez, un micro. Oui, vous parliez de relations de confiance et de proximité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu sur le changement de regard des uns sur les autres. Et je me fais le porte-parole un petit peu de gens qui s'engagent dans des actions vraiment de proximité. Moi-même, je suis dans une bagagerie pour permettre aux personnes sans domicile de déposer leurs vêtements, d'en disposer le matin et le soir. Et les gens qui s'y engagent sont tout à fait intéressés par leur changement de regard, de changer de comportement, même vis-à-vis de gens qu'ils n'auraient peut-être jamais rencontrés. J'ai d'autres exemples aussi, mais je veux dire que c'est un enjeu la rencontre est aujourd'hui un enjeu important pour tous, quel que soit notre âge, quel que soit notre investissement ou notre engagement dans ces belles propositions d'humanité. Et c'est vrai que si on retrace le parcours de Stéphane Hessel, il est fait de rencontres. Il est fait de rencontres déterminantes, et on le sait tous d'ailleurs, on a tous une histoire dans nos carrières, dans nos vies où il y a eu une rencontre, parfois consciente ou inconsciente d'ailleurs. Il y a parfois des rencontres que l'on fait et on se rend compte que plus tard, elles ont été déterminantes. Parfois d'ailleurs, on ne le saura jamais, mais c'est le fruit d'une personne qui a parlé, qui a mis une petite graine sur nos chemins. Et donc, ce qui se joue dans votre question, c'est comment on arrive à favoriser, comment on arrive à préserver les possibilités de la rencontre. Flore Vasseur. Oui, c'était exactement là que j'avais... Enfin, la seule chose que j'avais envie de vous dire finalement ce soir, c'est... on a parlé de solitude, on a parlé d'anxiété, on a parlé de ce monde très inquiétant, de ces statistiques, et pas que pour les jeunes. Et moi, j'ai été très émue et frappée par une parole toute simple de la seule protagoniste occidentale du film, qui est Marie-Fine, qui avait 24 ans à l'époque et qui s'engageait auprès qui faisait du sauvetage en mer, en fait, auprès de migrants qui traversaient à Lesbos. Et je lui ai posé la question bien sûr, pourquoi tu fais ça, en fait, alors qu'elle pourrait faire des études, faire autre chose. On était en Grèce, en plein mois d'été, les gens déjeunaient en terrasse, complètement loin d'ailleurs pas loin de se douter, mais on voyait bien que l'industrie touristique essayait de bien cacher le fait que les bateaux arrivaient. Et elle m'a dit, je fais ça parce qu'en fait, je rencontre un groupe, je rencontre une tribu, je rencontre une communauté, je sors de l'isolement. Et je pense qu'on a, en tout cas, moi, on m'a mal enseigné ce que c'était que l'engagement. On m'a toujours dit, il faut que tu t'engages parce que tu es du bon côté de la barrière, parce que tu as des privilèges, parce que tu es éduqué, parce que, voilà. Et en fait, je pense que c'est pas suffisant, en fait. On ne peut pas s'engager par culpabilité. Et ce que j'ai compris en côtoyant cette jeunesse-là, alors effectivement, j'ai travaillé avec des activistes adultes avant et ils me disaient la même chose, mais je trouve ça vital, en fait, de donner à notre jeunesse envie de vivre, et voilà pourquoi est ma concentration. Mais on ne communique pas assez sur la joie, en fait. On ne communique pas assez sur le sentiment d'amour que l'on découvre et que je pense vous mentionnez, monsieur, dans votre bagagerie. C'est ce que vous vivez. Vous vivez un moment d'amour, en fait, et de fraternité complètement improbable, parce que toute la société est faite
toute la journée pour nous séparer et pour nous dire qu'il faut qu'on soit meilleur que l'autre parce qu'on est dans une société qui encourage ce dont vous parliez tout à l'heure, la prédation et la compétition. Et c'est vraiment ça, cette décision très intime en fait, qui est à la base de l'engagement et qui fait précisément, je pense, sortir de l'anxiété et qui fait précisément passer de la colère à quelque chose d'autre. Donc le engagez-vous, et peut-être c'était de ça dont tu parlais, c'est vraiment le sujet de l'idée d'être présent et d'être vivant et d'être dans ce temps-là en se demandant ce qu'on est venu y faire. Voilà. Merci beaucoup, Flore. Et c'est vrai que, voilà, pour donner aussi un petit exemple personnel, moi je produis une émission qui s'appelle Le Meilleur des Mondes sur France Culture qui questionne finalement notre rapport au numérique, aux nouvelles technologies, sans parler vraiment de la technique, hein, mais plutôt de ce que ça fait chez nous, de ce que ça suscite, de ce que ça bouleverse dans nos comportements. Et je parle beaucoup de dystopie, et il y a beaucoup ce terme de dystopie qui revient quand on parle du numérique, c'est-à-dire un monde de surveillance, un monde où notre libre arbitre est menacé, un monde où finalement sous une promesse d'hyperconnexion, on est tous éloignés les uns des autres, et pas assez d'utopie. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette impression-là, comment on va arriver à réimpulser un imaginaire, comment on va arriver à avoir des nouvelles croyances. Alors Pierre, évidemment, je vais vous voyer pour cette grande question. Je ne vais pas vous demander d'avoir cette réponse-là. Je ne vais pas en plus vous demander de sauver le monde. Mais par rapport justement à cette question de l'utopie, cette question d'avoir vous le sentez, et quel chemin justement on pourrait donner ou insuffler pour continuer à s'émerveiller, puisque c'était un des termes justement qui a lancé cette soirée. Je pense, et je le regrette, mais je pense qu'aujourd'hui c'est dur de penser une utopie et de penser en cette manière-là, mais d'un autre côté c'est parfois aussi la seule option qui nous reste, d'essayer d'imaginer un monde meilleur et d'essayer d'imaginer cette utopie pour arriver à faire changer les choses au moins un petit peu. Donc oui, j'essaye d'imaginer des utopies même si c'est pas facile, et par contre je te rejoins totalement aussi sur l'idée de la joie, pour finir aussi sur une note positive. Évidemment il y a de la colère, mais pour moi l'engagement c'est peut-être avant tout, en tout cas c'est beaucoup de la joie, de se retrouver ensemble, de créer de la confiance aussi, et de reprendre confiance en nous et parfois dans le monde aussi. Oui, parce que ça, on peut en dire un mot, puisque justement, vous avez été donc présidente de tout ce tissu associatif, et on est sans doute nombreux ici à participer à des associations, à défendre ce modèle-là. Reporter d'Espoir, d'ailleurs, en est une. C'est cette satisfaction aussi d'arriver à mener à bien un projet, aussi petit soit-il. Mais quand on arrive justement à fédérer 3, 5, 6, 10, 100 et puis parfois 2000 personnes autour d'une cause, à interpeller, à bénéficier d'énergie bénévole au service d'une cause, alors vous allez dire oui, mais c'est pas à nous de faire ce que les politiques ne font pas. Effectivement, je l'entends. Mais néanmoins, il y a cette satisfaction néanmoins de la concrétisation qui passe par l'associatif, Cet associatif, vous allez, je pense, pas me contredire, est encore vigoureux. C'est-à-dire que justement, la crise Covid lui a fait mal sur l'intergénérationnel, mais on sent quand même cet engagement et cette envie des gens de se réunir pour entreprendre. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Oui, bien sûr, et avec cette satisfaction naît ou renaît l'espoir aussi. Et je pense que c'est là, entre indignation, action, c'est ça qui crée l'espoir et qui peut-être peut créer l'utopie aussi, le fait de s'engager. Alors le fait de s'engager, je vais faire comme à la télévision, je vais monter donc des livres, Engagez-vous, qui est ici, Christiane qui a signé la préface, les dessins de Pascal, et bien sûr Gilles Van der Putten qui avait mené les entretiens de cette édition originale qui est donc rééditée. Christiane veut parler, c'est ça que tu me dis, Pascal, gentiment, en fait que 2 caricatures. Je vais donc donner la parole à Christiane. Donc Engagez-vous, ça va être juste ici dans un instant. Une jeunesse engagée, l'engagement toujours en couverture de ce livre. Martial Foucault, coécrit avec Anne Muxel, pareil, à retrouver ici. Bigger Than Us, c'est juste au-dessus de vous, Flore Vasseur, film que l'on peut voir demain à Sciences Po. Et puis, il y a vous l'avez évoqué, hein, justement, ce partage de ce film qui est presque en Creative Commons, pour reprendre justement, presque, du moins dans la philosophie. Vous auriez aimé qu'il le soit, en tout cas, ça je l'ai lu, pour reprendre justement les propos de Larry Lassig et d'Aaron Schwartz. Et Christiane, vous nous dites un petit dernier mot, c'est bien ça? Je voulais juste revenir sur l'utopie. Parce que l'utopie est souvent considérée comme quelque chose de négatif et d'irréalisable. En réalité, l'utopie est une force formidable. Et je citerai une utopie, qui est celle du 18 juin 1940. Si ce n'est pas de l'utopie,
c'était une utopie qui a abouti à la libération de l'Europe. Vous avez bien fait de m'appeler pour rappeler justement ce 18 juin 1940, Christiane. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre avec cet émerveillement, ce réenchantement, même pourrait-on dire. Cyril Mokayesh à la guitare, qui va non pas réenchanter, mais chanter avec peut-être cette loi du marché, si mes informations sont bonnes, pour ouvrir ce mini-concert de 3 titres. Bonsoir à toutes et à tous. Comme mes camarades, c'est une grande joie et puis un honneur d'être parmi vous ce soir. Ce serait bien ambitieux de vouloir mettre en musique tout ce qui s'est dit ce soir, mais je vais essayer de rester dans le thème avec une chanson que j'ai eu la chance de partager avec un artiste qui aurait très bien pu être aussi là ce soir, c'est Bernard Lavilliers. Je me souviens de ce qu'il m'a dit le jour où on a enregistré la chanson, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Les puissants ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, c'est la loi du marché ». On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire, on vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endetté, endetté, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baisement à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse le destin s'ouvrir les veines en Commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit. Ne faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittalisé, à Florange l'or et l'acier. On vous laisse cet étrange capitalisé sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits. Oh, la belle vie chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse nos frontières se refermer, hommes à la mer, émigrés. Cap sur l'Angleterre, depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager. On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfant de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher. De quoi vous distraire pour quelques années. De quoi vous distraire et vous en aller. De quoi vous distraire et vous en aller.
Cyril Mokaesh qui continuera à combattre justement la loi du marché en Normandie, à Lisieux, le 27 janvier pour un concert soutien de l'entreprise Sidel. Mon micro a été coupé, donc a cappella, j'appelle les hommes de demain. Allez. C'est vrai que l'époque est dure comme la pierre, elle a le teint blafard et le regard sévère. On avance, on se replie, on se recouche, on s'ennuie en attendant que ça passe ou que ça casse. Allons enfants des jours de pluie, veuillez croire en ce qui nous lie. À nos je t'aime en prose qui éclatent comme des roses quand novembre allume ses bougies. À la noblesse des causes, aux gerbes qu'on dépose, à ce qui nous émeut, à ceux qu'on chérit, à ce qui nous émeut, nous remplit. Petit prince d'aujourd'hui fête les femmes de demain, les femmes de demain, rebelles au bois d'aujourd'hui fête les hommes de demain, les hommes de demain. Belles d'aujourd'hui, faites les hommes de demain, sans haine, sans voile, ni sang sur les mains, faites nos cœurs purs. Pensez les blessures du monde animal, brutal, assassin qui touche à sa fin. De ne plus croire en rien. Allons enfants des jours tristes, le bonheur ça existe et c'est pas égoïste. C'est pas égoïste, ça s'invente à plusieurs, ça crie amour, ferveur en se tenant par la taille, en se disant que même nos failles sont magiques, que nos baisers sont uniques. Petit prince d'aujourd'hui fête les femmes de demain, les femmes de demain, rebelles au bois d'aujourd'hui fête les hommes de demain, les hommes de demain. Petit prince d'aujourd'hui, femme de demain, profitez des jardins d'enfance, des sourires qui inspirent confiance,